Bienvenue dans le podcast Le poids des kilos, l'émission consacrée à toute la partie immergée du surpoids et de la chirurgie de l'obésité. Alors moi c'est Céline Sleeve, opérée de chirurgie bariatrique, et ici, que ce soit en solo ou avec des invités, on va parler de tout ce qui entoure les problèmes liés au surpoids, tous les non-dits en lien avec ce type de chirurgie. Que vous envisagiez une intervention chirurgicale, que vous souteniez un proche ou que vous souhaitez simplement en apprendre davantage sur ce que traversent les personnes souffrant de surpoids, ce podcast est fait pour vous. Alors installez-vous et surtout préparez-vous à vous remettre en question sur les croyances fortement ancrées dans notre société concernant l'obésité. Le poids des kilos, c'est votre sas de décompression, notre boost de réconfort où la parole et les expériences de tous comptent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du poids des kilos. Alors aujourd'hui, je vous invite à un échange sensible sur un lien trop souvent ignoré, les violences subies par les femmes et l'obésité. Pour en parler, j'accueille une personne qui a déjà témoigné dans le podcast, Sandrine Lebossé, auteure, conférencière, consultante et formatrice, et je peux le dire aussi, porte-voix des femmes victimes de violences conjugales, mais pas que. Alors bienvenue Sandrine dans ce nouvel épisode du podcast. Coucou à tous. Tu as déjà partagé ton histoire avec moi et je suis tellement honorée vraiment que tu reviennes aujourd'hui pour aller plus loin. Tu es l'autrice donc du poids de ma première vie où tu racontes ton propre parcours de l'enfance traumatique à la relation abusive jusqu'à l'utilisation du poids comme un peu un refuge émotionnel, un témoignage d'une grande force et d'humanité. Si vous voulez l'écouter, c'est l'épisode 8 de la saison 1 du podcast Le poids des kilos qui s'appelle Faire de ses traumas une force. Plus récemment, tu as publié À eux d'avoir honte, un ouvrage qui ne se limite pas à ton expérience. Tu y offres la parole à d'autres victimes de violences conjugales pour qu'elles ne subissent plus seules ni la violence ni la honte. Alors aujourd'hui, on va parler de ce lien douloureux entre violences faites aux femmes et obésité. Avec toi, on va creuser comment les violences verbales, psychologiques ou physiques marquent le corps et se traduisent dans notre rapport à l'alimentation, comment cette honte peut s'installer et surtout comment on peut s'en libérer, se reconstruire, et enfin comment tu mets ta voix, ton expérience et ces témoignages au service d'une mobilisation collective en tant qu'autrice ou militante avec notamment ton bénévolat pour Imani et Thiers. Alors, merci d'être là Sandrine. Je suis vraiment heureuse de poursuivre cette conversation avec toi. On y va ? C'est toujours un plaisir. Let's go. Donc Sandrine, peux-tu nous parler de ce qui t'a amené à écrire ce livre et pourquoi ce titre fort À eux d'avoir honte ? Alors, ce livre, en fait, il s'est imposé à moi. Tout simplement, suite au retour que j'ai eu par rapport à mon premier livre, Le poids de ma première vie, où j'ai raconté un peu mon histoire, hein. Mmh. Bon, le poids physique étant le fil conducteur, mais pas que. Et j'ai également parlé des violences conjugales que j'ai subies pendant 21 ans et qui m'avaient fait doubler mon poids Ouais. quand même. Mmh. À savoir que mon ex-mari m'a connue à 69 kilos, j'ai fini à 140 kilos. Tellement j'étais mal, tellement j'arrivais pas à parler et du coup, voilà, le poids, on le verra plus tard, a une fonction. Donc j'ai eu énormément de retours par rapport à ça et suite à une séance de dédicace dans ma ville à Pantin, il y a un peu plus de 2 ans, Mmh. les femmes qui me disaient: «Toi, tu as pu raconter ton histoire, ça a pu t'aider» et effectivement, oui, alors c'était pas facile, mais l'écriture a quand même un côté très cathartique et en parler, même si c'est difficile, bah, c'est quand même très salvateur, c'est quand même très réparateur. Oui. Et donc suite à cette séance de dédicace, à la base, c'était pas prévu, hein. Moi, mon premier livre, c'était un one shot, hein, c'était Ouais. le seul de ma vie et cetera, tu vois? Oui. Je suis pas la nana qui a toujours écrit, qui est non, absolument pas, pas du tout. Et en fait, je me suis dit: «Mais en fait, il faut que je donne une voix à ces femmes. Moi, j'ai pu parler. Moi, je sais le bien que ça m'a fait. Je sais que ça m'a aidé à prendre du recul. Ça a eu une portée très cathartique». Oui. Donc en fait, ce livre, comme je te dis, il s'est imposé à moi. Je dois leur tendre la main, je dois les aider et c'est comme ça qu'il est venu et je vais pas te mentir, ce livre m'a fait extrêmement mal à la tête. Ce livre a été extrêmement difficile à faire. Ce livre a été une kyrielle d'émotions. Il y a eu de la colère, de la tristesse, de la joie. Ça a réveillé des choses. Bah, déjà, ça a été en miroir de plein de trucs Ouais. et surtout, ce qui a été très difficile, c'est qu'en fait, il y a alors évidemment tout un travail de données académiques, donc un gros travail de recherche. Oui, Donc oui, je me oui, suis oui. mangée de la violence conjugale matin, midi et soir pendant 2 ans. Mmh. C'est pas facile au quotidien. Effectivement, comme tu dis, ça a réveillé des choses. C'était en miroir avec des choses que moi j'ai pu vivre. Donc c'était pas facile, on va pas se mentir. Mmh. Et là aussi où ça a été extrêmement difficile, mais c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Qu'en fait, les survivantes qui témoignent, je les connais quasiment toutes personnellement. D'accord. Je sais quelles
femmes fabuleuses ce sont et quand je peux voir toutes les saloperies qu'elles ont vécues, ça m'a forcément impactée, ça m'a secouée, ça m'a blessée, ça m'a fait tout ce que tu veux parce que on a beau connaître ce milieu que ça peut être sale, c'est extrêmement violent. Surtout, je pense, tu vois, par exemple, à Johanna. Johanna, je l'ai rencontrée en 2006. On s'est rencontrés par la chirurgie bariatrique. Ouais. Rappelle-nous qui est Johanna pour les auditeurs et les auditrices qui n'ont pas lu ton livre. Johanna, c'est une femme, courageuse qui témoigne dans mon livre. Oui. Elle, c'est surtout sur la violence, bah, du coup, le papa était très violent aussi avec les enfants. Mmh mh. Il y a eu beaucoup de violences sexuelles. Mmh mh. Mmh. Il y a eu des viols conjugaux, il y a eu vraiment des choses très, très sales, beaucoup de trucs difficiles et surtout, c'est qu'on lui a enlevé l'autorité parentale parce qu'il était maltraitant avec les enfants. Ouais. Il a fracassé le petit garçon parce que c'est il y a pas d'autre terme, parce qu'il l'a fracassé à la ceinture. Oui, c'est des trucs très compliqués et moi, Johanna, je la connais depuis 2006 parce qu'on s'est rencontrés sur un site de gastroplastie quand on a commencé la chirurgie bariatrique ensemble, donc quand j'ai eu mon anneau gastrique et on s'est connus comme ça. Mmh. Donc Johanna, je la connais depuis très longtemps. Après, j'ai connu son mari, avant qu'il était son mari, après ils se sont mariés et cetera et Mmh. je savais que son mari n'était pas fidèle. Ça, je le savais, Ouais. mais je ne savais pas tout le reste. L'infidélité est une chose déjà et qui Mmh. est condamnable et cetera, mais au-delà de ça, il était maltraitant, violent envers sa femme, que Ouais. ça soit surtout sexuellement, économiquement, psychologiquement et surtout, il a été extrêmement violent envers les enfants et notamment au Ouais. niveau de leur fils qui est TDAH, qui est un gamin hyperactif, qui est un gamin un peu speed et que le père, en fait, l'a dressé à coups de ceinture dans la gueule. OK. Mmh. Voilà, c'était ça. Jusqu'à ce qu'il porte plainte et cetera et qu'on lui a enlevé l'autorité parentale, il a été condamné et cetera. Donc c'est du lourd et ça, c'est extrêmement violent parce que moi, Johanna, je savais pas tout ça, Ouais, tu vois? Pourtant, on se ouais, connaît depuis très longtemps. En fait, on se connaît sans se connaître c'est fou en fait, oui, oui. et c'est des trucs qui te secouent parce qu'en fait, c'est là que tu te rends compte qu'il y a pas de type de victime conjugale. Oui, de profil particulier, oui. Mmh. Il y a pas de profil. Ça peut être ta mère, ta sœur, ta copine, ta collègue, la boulangère. Ouais. Tout le monde est concerné. Oui, même sans le savoir, on connaît forcément quelqu'un qui subit ça. Vous connaissez tous quelqu'un touché par la violence conjugale, que ce soit en tant que victime, auteur ou covictime, même si vous ne le savez pas. Ah, et auteur aussi. Mais bien sûr, Oh là là. le boulanger, par exemple. Le boulanger avec qui tu prends ta petite baguette, Mmh. le mec, il Ouais. est hyper cool, hyper sympa, mais franchement, tu passes des su tu rigoles. En fait, le mec, c'est un sketch. Mmh. Tu sais, franchement, c'est le moment sympa. Mais peut-être que sa femme, le soir, elle rigole vraiment pas Oh là là. et ça, c'est une réalité. Dans ton histoire et les récits partagés, on sent qu'il faut du temps pour sortir du silence. Ça a été quoi le déclic pour prendre la parole, surtout pour en faire un livre? C'est ce que tu viens de me dire avec Johanna? Ou c'est un plus long processus? Alors, je vais pas te mentir, Ouais. tu te doutes bien que c'est très compliqué de prendre la parole sur ces sujets. Oui. Tu sais que c'est une mise à nu. D'autant plus que moi, la difficulté que j'avais, c'est que mon ex-bourreau, c'est le père de mes 3 enfants. Ouais. Oui. C'est pas facile Non. parce que par rapport à mes enfants, c'est compliqué Oui. et d'ailleurs, dans les violences, j'en parle dans mon premier livre, Le poids de ma première vie, parce que le deuxième livre n'est absolument pas sur moi. Oui, 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 oui. J'ai bien vu, oui. Mmh mh. Le poids de ma première vie, c'est pas le cœur du livre, hein. Le cœur du livre, c'est le poids physique, c'est le poids de la vie et cetera. Voilà, oui. Mmh. Mais déjà, tu sais quoi? Quand Oui. j'ai écrit ce livre, je l'ai écrit très rapidement. J'ai eu un blocage pendant 15 jours, je n'ai pas pu écrire. Oui. Ce chapitre-là, je l'ai réécrit plusieurs fois. Pourquoi? J'ai pas de problématique forcément à parler de ça, même si je suis pas très à l'aise parce que c'est un sujet qui est difficile, mais moi toute seule, j'assume. Oui. C'est pas à moi d'avoir honte, c'est à l'auteur. C'est Oui. à l'auteur, Mmh. tu vois? C'est à lui d'avoir honte. Simplement, c'est le père de mes enfants, donc par pudeur, par respect et pudeur pour mes enfants, ça a été très compliqué parce que ce n'est pas un règlement de compte. Je ne suis pas là-dedans. D'accord. Donc il a fallu dire les choses, il faut dire les choses, il faut dire les termes parce Oui. que il faut pas enjoliver parce que c'est pas propre, c'est pas joli, c'est sale. Donc il faut dire les choses pour que les gens comprennent vraiment ce que c'est la réalité et qu'il n'y a pas d'excuse pour ça et surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est punissable par la loi. Mmh mh. Personne n'a le droit de vous maltraiter, de vous manquer de respect, de vous frapper, de vous humilier, de vous imposer des relations sexuelles. Personne n'a le droit de ça et puis surtout, c'est punissable. Mais c'est le père de mes enfants. Donc moi, j'avais cette difficulté-là et c'est ce qui m'a maintenue dans cette relation pendant
tellement, Ah! tellement longtemps. Tu penses que quand il y a des enfants, c'est plus Mais oui, oui, c'est beaucoup forcément plus difficile de partir. c'est compliqué, ça va venir résonner en fonction de ton histoire. Moi, mon père est mort quand j'étais petite, Mmh. je n'ai pas eu de père, Ouais. c'était ma faiblesse, j'ai une blessure d'abandon majoritaire. Ma priorité, c'était ma famille, mes enfants, mon mari, je n'étais pas carriériste. C'était le truc essentiel dans ma vie et c'était ma plus grande faille sur laquelle mon bourreau s'est engouffré. Parce que il y a pas de type pour les victimes de violences conjugales, mais des femmes qui vont être empathiques, qui vont être blessées, qui vont avoir des choses comme ça, qui vont se remettre en question, qui vont avoir un peu ce syndrome de l'infirmière, de la sauveuse. Ouais, je vois bien. Mmh. C'est un terreau Mmh. propice pour les manipulateurs, pour les gens violents. On va en venir maintenant un petit peu au sujet de notre, épisode parce que Mmh. même si ce serait franchement formidable, on pourrait en parler, tout le temps, mais le but de ce podcast, c'est de parler, du poids Ouais. et là, en l'occurrence, on va arriver au poids comme un peu mémoire du trauma. Dans ton parcours et ce que tu as du coup recueilli dans ce livre, comment les violences subies ont-elles eu un impact sur le rapport au corps, à l'alimentation, au poids? Est-ce que tu penses que le corps peut être une sorte de refuge, de protection, voire un rempart? Alors, mon ex-mari m'a connue à 69 kilos. Ouais. Je faisais 1,79 m. 69 kilos, j'ai fini à 140 kilos. J'ai doublé mon poids. En combien de temps? En 4 ans! En 4 ans, j'ai doublé mon poids. J'étais tellement mal, c'était tellement insupportable Oui, d'accord. et à l'époque, je n'arrivais pas à parler. Je ne parlais pas personne je ne parlais pas des violences que je subissais au quotidien. Mmh. Je n'arrivais pas à parler et tu sais que tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qu'on n'exprime pas, ça me prime dans le corps. Oui. En fait, je mangeais clairement mes émotions. Enfin, j'étais tellement mal, alors je l'analyse maintenant comme ça avec le recul. À l'époque, évidemment, je n'avais pas cette conscience-là, évidemment. J'étais tellement en mode survie que c'était hors, compréhension pour moi. Mais en fait, ça a été ma façon à moi de dire: «Eh oh! Mais vous voyez pas qu'il y a un truc qui va pas?» Oui. Je veux dire, à un moment, on me dit: «Ouais, mais Sandrine, tu es grande». Alors OK, je fais 1,79 m, je suis grande, 140 kilos, faut arrêter les conneries, Mmh. faut arrêter l'hypocrisie, Mmh. faut arrêter de dire: «Ouais, mais tu es grande». Ça ne justifie pas. Non, 140 kilos, j'étais Non. juste morte à l'intérieur. J'étais en mode survie, je m'occupais de mes gamins et en fait, j'étais très clairement morte et en fait, ça a été comme je n'arrivais pas à verbaliser, Ouais, ton corps a parlé pour toi? mais attends, 140 kilos. Mmh. Mais gars, tu vois? Mais il y a un truc qui va pas, ça va pas. Je suis en souffrance. Les gens qui te voyaient ne voyaient que le côté, le fait que tu sois grande, tu as juste pris un peu de poids, il y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure? Non, pas un peu, j'ai pris beaucoup, beaucoup de fois. Mais non, on me voyait galérer, j'étais toute seule avec mes gamins, à galérer comme je sais pas quoi et on me disait: «Bon, bah, voilà, on l'a trouvée un peu courageuse la petite dame qui galérait», tu sais, à l'époque, je me suis fait opérer j'ai eu mon anneau gastrique, ma fille, elle avait 6 mois la dernière. Mmh mh. Donc en fait, j'ai vécu mes grossesses, j'ai porté plainte la deuxième fois, j'étais enceinte de la 2e. Oui, oui. Donc je me suis retrouvée toute seule à 3 mois de grossesse, dans une merde innommable. Et voilà et les gens disaient: «Bah, ouais, genre elle est courageuse, c'est une maman courage». Non, c'est parce que j'ai pas eu le choix. Ouais. Oui, c'est pas une histoire de courage, c'est que tu as pas Non, le ch oui. Mmh. c'est qu'à un moment, on me disait: «Ouais, je sais pas comment tu fais, moi j'aurais pas pu faire comme toi». Oui, mais tu étais en mode survie. Mais j'ai pas choisi. Ouais. C'est qu'à un moment, tu as des gosses, bah, tu es obligé d'aller de l'avant. Tu es en mode survie. Mouais. Donc en fait, très clairement, il y a une époque, je te dis, j'étais vraiment morte et ce qui m'a fait changer la donne par rapport à mon poids, parce que mon médecin essayait de me parler, hein, des opérations et moi, ben non, 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 ça faisait trop peur, mais j'ai pas besoin de ça, je m'en sortais toute seule. Sauf qu'à un moment, c'était pas possible, surtout que j'ai enchaîné 2 grossesses avec, ma deuxième grossesse 39 kilos parce qu'elle était en miroir avec le carnage que je vivais à la maison et qui était insupportable avec les violences. J'ai pris 39 kilos pour ma deuxième grossesse. C'était insupportable Mmh mh. et du coup, j'ai accouché, j'ai perdu 18 kilos, mais il m'en restait encore, pas beaucoup et du coup, je me suis dit: «Bah, ouais, peut-être qu'il faut qu'on pense à ça» et c'est là que je me suis rentrée dans le parcours de chirurgie bariatrique et j'en suis très contente parce que ça m'a permis de retrouver la santé et d'aller beaucoup mieux Mmh. et le déclic a été que fils avait, un peu plus d'1 an et il était parti en courant et j'étais incapable de le courser et que j'ai tellement eu peur qu'il aille sur la route et se fasse écraser. Ouais, oui, tu en parles effectivement dans l'épisode où tu te confies sur ton expérience dans ton premier livre, oui, je me souviens de ça. Ouais, c'est ça qui a fait que je me suis fait opérer et que je me suis rendu compte que non seulement j'étais morte et en même temps je pouvais pas protéger mes enfants et ça m'était Ah. insupportable. Donc j'étais pas capable de le faire pour moi, par contre j'ai été capable de le faire pour mes enfants.
et heureusement. Oui, et toi, tu disais que tu étais un peu en mode, comme tu dis, survie. Tu avais conscience que tu mangeais beaucoup, que tu grossissais, tout ça, ou tu te voyais pas? Ah si, Si? bah, je le sentais dans mon corps. Ouais. Bah, j'étais essoufflée de fou, j'avais mal partout, c'était une catastrophe. Non, non, c'était une cat j'ai revu des photos quand je sors de la maternité de ma 3e fille, Ouais. c'est violent, Mmh. c'est extrêmement violent. Mmh. Mais en même temps, c'était en miroir avec ce que je vivais. Il te rabaissait par rapport à ton physique? Alors, tu sais, je me rappelle d'un truc justement une fois, je sais plus à combien j'étais de grossesse, c'était dans les débuts, je crois. Un soir, lui, il travaillait, tu sais, à côté, il était étudiant et à côté, il travaillait, donc il travaillait la nuit. Et Oui. ce jour-là, j'avais fait des croque-monsieur, j'avais envie de croque-monsieur. Mmh. Donc je m'étais fait des croque-monsieur. Et ce jour-là, monsieur, on était au 6e étage, il a jeté l'assiette par la fenêtre, il fait, «Non mais tu as vu comment tu es? Tu veux pas manger des croque-monsieur? Tu sais, moi j'aime les meufs, j'aime les femmes qui sont sveltes et tout, tu pas de bouffer et tout». Il a jeté les croque-monsieur par la fenêtre avant de partir au travail. Mmh. Ouais. Il y en a beaucoup, je regardais un petit peu dans ton bouquin, qui veulent avoir le contrôle sur l'apparence de leur conjointe. Mais bien sûr, Ça se joue énormément, hein, j'ai l'impression. mais tu vois, par exemple, l'exemple de Vic 10, Maurice Herrera. Oui. Qui elle, a connu énormément de violences sexuelles. Alors il faut savoir que les violences sexuelles, elles laissent vraiment une empreinte dans le corps. Tu as beaucoup d'études qui montrent que les violences sexuelles, notamment subies, bon souvent dans l'enfance ou l'adolescence, ils sont un facteur de risque majeur pour développer de l'obésité à l'âge adulte Oui. et en fait, ce n'est pas une corrélation, aléatoire, hein, c'est un mécanisme traumatique. Vic 10, elle a connu énormément de violences, sexuelles, limite son mari a voulu la prostituer, tu vois? Et elle, en fait, il contrôlait tout, son apparence. Attends, elle faisait du 36, elle était maigre, mais vraiment maigre et le gars, il voulait qu'elle fasse une liposuction. Oui, 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 je le vois, je suis en train de chercher là dans ton livre notamment Elle a le été objectisée attends. et là, tu sais, tout était contrôlé, sa façon de s'habiller, sa façon et cetera, sa façon de se nourrir. Elle faisait du 34-36. Ouais, ouais, ouais. Il l'a trouvée grosse. Oh là là. La nana, elle a développé des troubles, laisse tomber et quand elle s'est séparée de lui, genre maintenant, elle met toujours des trucs hyper larges. Aujourd'hui, elle a encore des problématiques de dysmorphophobie. Elle ne sait pas comment se positionner. Elle met des trucs hyper larges parce qu'elle a toujours été tellement bah, en fait, c'est lui qui choisissait ses vêtements. Il fallait qu'elle soit comme ci, Mmh. qu'elle soit comme ça Mmh. et c'est extrêmement compliqué. Ouais, bah, oui. Ouais. Tu sais qu'en plus, hein, environ 30 des personnes qui ont vécu des violences conjugales souffrent ensuite de troubles du comportement alimentaire. La source, c'est la Haute Autorité de Santé en 2019. C'est une dinguerie. Oui, comme quoi il y a un lien quand même, une conséquence, un lien, j'arrive pas trop à Mais dire. bien sûr, en fait, le lien entre les violences, le poids et la résilience, enfin, c'est souvent un sujet qui est encore un peu trop abordé, en fait. Pourtant, nos corps, elles racontent nos histoires. Mmh. En fait, il est temps d'écouter ce qu'ils ont à dire, sans juger, sans réduire. Le poids, on le sait, il a une fonction. Ouais. Il va te protéger, soit de te cacher, soit d'avoir cette armure de pense «Ouais, je suis gros, je suis visible, je suis fort». Ou alors c'est une façon de cacher sa visibilité. Mmh. Beaucoup de femmes qui ont vécu des violences sexuelles se cachent derrière le poids pour justement ne plus être féminine, pour plus que le corps soit attirant. Ouais, d'accord, c'est une manière, oui, de dire: «Je vais comme ça, il va me rejeter et je vais pas subir», quoi. Il y a peut-être inconsciemment, il y a C'est une façon de se protéger, bien sûr. protéger peut-être, c'est terrible ce que je dis, mais il y a peut-être aussi une forme, alors, j'ai énormément de chance, je touche du bois. J'ai déjà eu des violences un peu psychologiques, tout ça, mais c'est vraiment rien du tout. Mais j'ai jamais eu affaire à des violences, physiques. Par contre, par rapport au poids, je pense qu'à une époque, je sentais, moi, personnellement, que c'était aussi un peu une armure. Sans parler forcément de violence, tu as l'impression de te protéger aussi un peu des autres et sans parler forcément de violence derrière. Mais, il y a une forme quand même d'une sensation un peu d'armure de protection avec le poids, hein. Un côté un peu réconfortant qui fait que tu te sens plus protégée. Quand j'ai perdu le poids, par exemple, beaucoup de poids après la chirurgie, je me suis sentie beaucoup plus vulnérable, ne serait-ce que même dans les rapports sexuels. Mmh. Mais tu sais aussi, il y a une double stigmatisation, hein, parce que les femmes qui ont vécu des violences et une femme en état d'obésité. Ouais. Parce que, quand tu es en état d'obésité, parfois tu peux avoir des violences aussi médicales, genre, tu sais, sur le gynéco: «Oh, il y a trop de gras, on voit pas, mais il faut perdre, ni enfin, tu vois, c'est Oui, c'est très oui. compliqué donc enfin, je veux dire, le poids, il est pas là par hasard.
il a une fonction et il faut savoir aussi voir ça, il faut savoir écouter, il faut savoir détecter. Oui, bah, oui. Et ça, malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde, quoi. Et du coup, c'est une double violence pour les femmes ou les hommes, Oui, enfin les hommes, voilà. Mais bon, là, en l'occurrence, quand même, dans les chiffres, c'est majoritairement des femmes qui sont victimes et des hommes qui sont auteurs. oui, il y en a un petit peu, faut pas les oublier, mais c'est quand même majoritairement des femmes, on est complètement d'accord. C'est pas une question des femmes contre les hommes, hein. Mmh, Moi, j'ai tout toujours je ne suis pas misandre, j'ai aucun problème avec les hommes. Par contre, j'ai mmh, un problème avec les hommes violents. ouais, Simplement, dans les chiffres, c'est quand même majoritairement des femmes qui sont victimes et des hommes qui sont auteurs. bien sûr. Par contre, effectivement, il y a aussi des hommes qui sont victimes et il y en a plus qu'on ne le pense et que pour eux, c'est d'autant plus difficile parce qu'il y a une omerta qui est énorme, Ouais. parce qu'être homme malmené par une femme, c'est juste pas entendable. Oui, parce qu'on l'a peut-être que les gens peuvent penser que c'est dans le monde plutôt, homosexuel, mais pas forcément. Dans un couple hétérosexuel, un homme peut être victime de violences. Les violences vont être plus, on va dire, psychologiques chez les femmes. C'est plus de la manipulation, de la perversion. Ouais. Après, tu dis quelque chose qui est très pertinent. Par contre, il y a énormément de violences sexuelles dans les milieux homosexuels. Ah! Énormément, D'accord. énormément. Ah oui. Il y en a beaucoup. En pourcentage, tu penses plus que chez les J'ai pas les autres? chiffres, je vais pas vous dire n'importe quoi, mais bon, je connais quand Ouais, même ouais. pas mal de personnes, voilà, homosexuelles et justement, j'ai un de mes coachs à la salle qui justement me lui mais on en discutait Mmh. et il me dit: «Mais Sandrine», il fait: «Moi, c'est un milieu qui est extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Il y a énormément de soumission chimique. Il y a beaucoup de drogues pour Mmh. soumettre les gens chimiquement et pour pouvoir abuser d'eux». Donc il me dit: «Moi, je fais hyper gaffe et c'est une réalité dans les milieux homosexuels. Il y a énormément de pression, il y a énormément de drogue pour soumettre les gens chimiquement. C'est extrêmement compliqué. Il faut faire très, très, très vigilant. Très, très, très Très, attention, ouais. très vigilant. Pour en revenir par rapport, à l'obésité et la culpabilité, le regard social, il y a beaucoup de honte. Alors ça, on l'a dans les Oui, témoignages. oui. Donc, as-tu ressenti de la honte ou du rejet? Alors non seulement à cause des violentes dont tu parlais, mais aussi à cause de ton apparence physique? Parce que finalement, il y a une double peine dans cette histoire et comment ce double regard affecte-t-il les victimes, en fait? Que ce soit toi et par rapport aux témoignages que tu as eus? Bah, déjà, comme tu dis, effectivement, ouais, il y a la honte, il y a un regard qui est quand même très négatif parce que déjà, quand tu es très grosse, quand tu es en position d'obésité, bah, genre, ouais, la nana, elle se laisse aller et cetera. Donc, quand Mmh. même beaucoup de grossophobie encore, hein, on va pas se mentir, hein. Mmh. Et les violences, forcément, on a honte. Moi, je me suis tue pendant des années et le titre de mon livre, «À eux d'avoir honte», il est pas anodin. Il a été choisi, il a été mûrement réfléchi parce que, comme je dis toujours, la puissance des hommes violents, c'est la honte et le silence des femmes. Ouais. Parce qu'on a honte de se faire maltraiter par l'homme qu'on aime, parce qu'on a honte de pas être en capacité de partir. Mmh. Mais en fait, c'est pas: «Pourquoi je n'arrive pas à partir?» C'est pas ça la question. Il y a souvent la question dit: «Mais pourquoi elle part pas?» Ouais. C'est pas ça la question. La question c'est: «Qu'est-ce qui fait pour qu'elle n'arrive pas à Partir. partir?» Il Ouais. y a tout ce qui est système d'emprise, il y a la notion de contrôle coercitif. Oui. Ça parle pas encore à beaucoup de personnes. Ça commence un peu à avancer. Ça commence, enfin moi je c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai appris dans ton livre. J'en avais pas entendu parler de ce contrôle coercitif. Ah bah, j'en suis ravie, tu vois? Sauf que le contrôle coercitif, c'est une cage qui t'emprisonne, Mmh. qui te coupe les ailes, qui déshumanise, qui tue. C'est une prison dégueulasse. Ça t'isole complètement et puis même j'ai les violences économiques, c'est-à-dire qu'on t'isole aussi économiquement pour avoir le contrôle sur Il y tout. a les violences économiques, il y a les violences administratives. Mmh. Il y en a aussi qui jouent que les femmes sont pas françaises, qu'ils sont en Ah, situation de irrégulière. Si tu bronches, tu retournes au bled. Sauf que ça se passe pas comme ça. On a des droits en France, mais ils jouent là-dessus. Je dis toujours une chose et aussi, s'il vous plaît, écoutez-moi ceux qui sont là, tendez l'oreille. Vous avez des droits. oui, On ne peut pas tout se permettre. Même si vous êtes en citation irrégulière, on va pas vous expulser si vous allez porter plainte pour violence oui, conjugale. Vous avez des droits, il faut les faire valoir et les hommes jouent là-dessus. Ce que je dis toujours et surtout, la connaissance est un pouvoir. Nul n'est censé ignorer la c'est loi. C'est ça. ce que je dis justement dans le chapitre avec maître Marcovici et Oui, cetera. Il faut connaître ses droits, c'est un pouvoir. C'est vraiment une force. mmh, Savoir est un pouvoir. oui. Documentez-vous, informez-vous. Il y a des permanences d'avocats gratuits Ah! et ça,
C'est vraiment qui fera la différence, vraiment. Il y a par exemple Maître Marcovici qui témoigne dans mon livre, qui a une association femmes, avocats et violences. Il y a des permanences gratuites. Si vous n'avez pas les moyens d'avoir un avocat, parce que ça coûte Ah, extrêmement cher, c'est ça si aussi. vous n'avez pas les moyens, il y a l'aide juridictionnelle qui existe. Alors oui, tous les avocats ne le prennent pas, mais il y en a Mmh. beaucoup qui le prennent. Moi, à l'époque, je ne travaillais pas. Mon avocate, qui à la base ne prenait pas l'aide juridictionnelle, je lui ai expliqué ma situation. Exceptionnellement, elle l'a fait, elle l'a pris, elle m'a défendue et j'ai eu gain de cause. Ouais. Par contre, parlez, demandez, renseignez-vous. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Mmh. Le non, vous l'avez si vous ne demandez pas. Oui. Allez chercher le oui, il y a plein de gens qui sont prêts à vous aider pour avoir ce oui et vous aider, vraiment. Bah, écoute, j'espère qu'on t'entendra. Pour en revenir sur notre sujet, par rapport au poids, comment penses-tu que les femmes naviguent entre ces 2 types de culpabilisation? En fait, est-ce que tu penses que le fait d'être grosse rajouté aux violences, il y a un jugement à double titre et que tu es peut-être moins, pris au sérieux quand tu vas te porter plainte sur ça? Est-ce que tu penses que le fait d'être grosse aussi peut atténuer, le sérieux de ce que tu dis, des propos, tout ça? Il y a toujours fait clairement une stigmatisation sur les personnes en situation d'obésité, on va pas se mentir. Le gros est jugé. Le gros est jugé par son apparence. Oui, déjà. Et puis le gros, ça peut être aussi une image qui est complètement, faussée, que le gros est jovial. Ouais. Le gros, il encaisse, le gros est comme ça, tu vois? Mais le gros, il est juste peut-être mort à l'intérieur et que le gros, il fait tout ce qu'il peut pour tenir. Donc je pense qu'effectivement, ça peut pas forcément aider les choses. Après, ça dépend si tu as quelqu'un d'intelligent en face de toi ou pas. Mmh. C'est surtout ça qui va faire la différence, c'est comment on va accueillir ta parole. Est-ce que tu penses qu'il y en a qui hésitent encore plus à simplement parler? Bah, déjà parler, c'est extrêmement Oui, difficile. déjà de base, c'est difficile. C'est pas difficile, c'est extrêmement difficile. Mais quand en plus tu as ce poids-là, tu as peur du regard des autres, est-ce que c'est finalement ça t'isole encore pas plus? Est-ce que c'est pas encore plus dur? Tu sais, un regard de dépréciation, tu te sens peut-être humilié aussi? Bah, il y a ce regard qui est quand même très culpabilisant de la société, puis le gros, c'est du laisser aller, donc ça va un petit peu, avec ça. Oui, donc tu dis: «Est-ce que je suis pas finalement un peu responsable? Finalement regarde, il me traite, d'imbaisable». Je pense notamment à un de tes témoignages, c'est qui? Aude, Aude Dar, ouais, c'est ça? ouais, ouais, ouais. Aude. Pourtant Aude qui n'a pas de problème de poids, hein. Oui, mais tu vois? Mais tu imagine la dépréciation, ça, comme ça, au quotidien par rapport au physique. Est-ce que tu penses, que ça joue en plus? Ça te replonge encore plus dans le silence, en fait? Bah, bien sûr, c'est compliqué parce qu'en plus, beaucoup de femmes sont objetisées. On n'est plus des femmes, on est des objets et tu vois, par exemple, je pense à Vigdis Oui. qui était vraiment objetisé, qui était vraiment juste un jouet sexuel et cetera. Donc effectivement, c'est très compliqué. Il y a quelque chose qui m'a choquée dans son témoignage, Vigdis, elle dit: «Quand je suis partie, j'en ai même oublié de prendre le doudou et mon huile de minceur». Non, ça c'est Aude. C'est ah! Oui, c'est Aude qui a dit ça, pardon, excuse-moi, je me confonds. Ça c'est Aude qui a dit ça. Alors tu sais quoi? J'ai été choquée aussi, enfin choquée. Je me suis dit: «Mais en fait, tu vois comment on est conditionné?» parce que la nana, elle est en mode survie depuis déjà longtemps, donc elle se barre un soir, elle prend juste sa gosse Ouais. qui était petite à l'époque, sous le bras et elle s'enfuit. Elle s'enfuit et ce qu'elle pense, c'est au doudou, donc à la rigueur une maman, le doudou, parce que le doudou, c'est quand même un peu pour les enfants, c'est important et mon huile minceur, Oui, ça m'a c'est une dinguerie. Le doudou, ça me choque pas. L'huile minceur, c'est très choquant. c'est une preuve déjà, de te rendre compte de l'impact des mots, De tous ces injonctions de toutes ces de toutes injonctions. ces injonctions, de tout ce poids qui pèse sur nous parce qu'il faut être comme ci, qu'il faut être comme ça et que oui, Aude, son ex-bourreau était abominable en disant: «Tu es imbaisable, personne ne voudra de toi», parce que c'est souvent des propos qui peuvent être tenus Mmh. pour justement que la personne ne parte pas. Mmh. Parce que qui voudra d'elle? Oui, Personne, sauf que c'est pas vrai. oui. C'est juste une façon de vous enfermer, de vous garder sous la coupe, mais évidemment qu'il y a plein de gens qui voudront de vous, parce que vous êtes des personnes formidables et que l'autre, il dit ça parce qu'en fait, c'est la seule façon qu'il a de tenir, parce que c'est contrôler, c'est rendre, j'ai même pas les mots tellement c'est tu sais, je franchement, quand je te dis, ce livre, il a vraiment été une querelle d'émotions, ça m'a mis vraiment en colère. Mmh Ça mh. m'a mis dans des états, tu pas idée, il a été tellement difficile et honnêtement, pour te dire la vérité, j'ai failli l'abandonner des dizaines de fois. Ah. Pendant 2 ans, je me suis mangé de la violence matin, midi et soir quand même, tu vois? Mmh. Et moi, ça m'a fait revivre des choses, des réviviscences, des cauchemars Ouais, ouais. et après je me suis dit: «Je ne peux pas ne pas le faire. Par respect Oui. pour les survivantes qui ont témoigné, je suis obligée d'aller au bout de ce livre» et tu sais quoi? C'était un mal pour un bien
parce que ça a vraiment fait beaucoup de choses et même moi, ça m'a enlevé un poids. Mmh. Tu sais, le poids, il n'est pas que physique. Oui. C'est ce que je dis aussi dans mon premier livre. Mmh. Il est psychologique, c'est émotionnel. C'est ça. On mange nos émotions. Mmh. Moi, quand j'ai grossi, c'est parce que je mangeais mes émotions, parce que je ne savais pas les gérer autrement et c'est le cas de beaucoup de personnes. Mmh. Les gros, on n'est pas gros juste comme ça. Après, s'il y a pas de pathologie, parfois il y a des Oui, pathologies oui, oui, qui oui, aident oui, pas, il bien y a des sûr. Oui, traitements, il oui, y a de oui, tout. oui, oui. Mais Mmh quand tu mh. Mmh. n'as pas de pathologie physique et cetera, c'est de l'émotionnel. C'est Mmh. toutes les blessures qu'on a subies, qu'on n'a pas réussi à régler. C'est on bouffe nos émotions, on bouffe nos histoires, nos corps, nos histoires. J'avais vu une publication sur LinkedIn d'un médecin qui disait que finalement, l'obésité n'est pas une accumulation de mauvaises habitudes alimentaires ou sportives, c'est surtout une accumulation d'expériences de vie, j'allais dire, mais de Bah oui, traumatismes, en fait. Il est là, c'est ça le truc et beaucoup de gens ne le comprennent encore pas par rapport à ça. C'est le poids est juste, l'illustration, j'allais dire, mais je trouve pas d'autres mots, de tout ce que l'on a traversé aussi mais bien sûr. et pas forcément de nos mauvaises habitudes. Mais non, parce que regarde, moi, quand je vais bien, je suis pas grosse. Oui? Je suis pas grosse quand je vais bien et quand je vais mal, je vais très mal et quand je vais très mal, je grossis énormément. Je suis montée à des extrêmes et cetera Mmh. et tu vois, quand mon ancien boulot où j'ai eu du harcèlement moral, je me suis mangé 25 kilos la première année Mmh mh. parce que j'étais tellement mal, parce qu'en fait, on bouffe ses émotions. Enfin, moi, en tout cas, Mmh. c'était ça, tu vois? Mais c'est ça. Mais même moi qui en parlais finalement il y a pas si longtemps, il y a 1 an, quand ça n'allait pas à mon boulot et que je me suis bien rendu compte, le premier truc tout de suite, le poids a parlé quoi, le stress, tout ça, machin, bim, pouf, tout de suite les kilos commencent à revenir quoi, hein. Bien sûr, C'est fou, hein? mais bien sûr. Ouais, le corps parle, quand ça va pas. Moi, c'est aussi ma façon de montrer qu'il y a un truc qui va pas. Mmh. Alors ça peut être une prise de poids, mais je tiens quand même à ajouter que ça peut être aussi des grosses pertes de poids. Il y a des personnes qui elles, voilà, ça veut pas dire qu'elles vont bien parce qu'elles Il y sont en a qui prennent beaucoup de poids et moi, quand je suis angoissée, quand je suis stressée, je mange. Il y a des gens, quand ils sont stressés, ils ne mangent pas, ils peuvent perdre, hyper du p 10 kilogrammes en quelque temps, tu vois? On ne fait pas de la prise de poids une généralité par rapport au mal-être, hein. Non, mais en fait, une grande prise de poids, une grande perte de poids, ça doit aller Mmh. Mmh mh. dans un sens ou dans un autre, c'est qu'il y a un moment, il y a quelque chose et qu'il faut peut-être aller pointer du doigt. Ce qu'on n'arrive pas à exprimer, le corps l'imprime, Ouais. clairement. Mmh. Et du coup, moi, ça m'en vient à te poser une question, qui va un petit peu plus loin au final, on va dire les victimes collatérales. Ouais. Est-ce que ce poids, qui peut être une forme finalement, comme on le disait, un peu de survie, de bouclier, de protection, voire même de reconstruction parfois, est-ce que, elle peut aussi concerner les enfants? Oh là! Alors oui, beh, très clairement parce que les enfants sont victimes également de des violences. Alors pas forcément directement parce que le père ne peut ne pas les toucher, Ouais. mais en fait, ça va venir forcément les violences abîmer le lien, parce que déjà ça va venir abîmer le lien mère-enfant. En fait, c'est très compliqué pour les enfants parce que déjà il y a ce conflit de loyauté. Ils aiment leur père, mais leur père fait du mal à leur mère. Ouais. C'est extrêmement compliqué pour eux. Mmh. Les enfants, ils sont de ce côté aussi protecteur. Il y a plein de gamins qui sont très mal à diagnostiquer, difficiles, délinquants ou quoi que ce soit, des retards de croissance ou des retards de langage, des problèmes d'apprentissage, de l'énurésie, tout plein de trucs. En fait, c'est parce qu'ils ils ont tellement peur de ce qui se passe à la maison et c'est extrêmement compliqué et en fait, même si on pense que oui, les enfants étaient pas là quand ils maltraitent, les enfants ne sont pas au courant, les enfants n'entendent pas. Un gamin en boule sous son lit, les oreilles, machin, ils savent très bien ce qui se passe. Les enfants sont des éponges, ils savent très bien Mmh. et effectivement et tu vois, moi, par exemple, ma fille cadette, Mmh mh. qui a aujourd'hui 19 ans et ça fait 3 ans qu'elle voit plus son père, qu'elle a plus aucun contact avec son père. Ouais. Parce qu'il a été violent aussi avec elle. Il y a eu des et en fait, c'est depuis ça qu'en fait, moi, j'ai plus aucun contact avec mon ex-mari. Ça fait 3 ans D'accord. qu'on je le vois plus, je lui parle plus et c'est ça qui a mis fin à l'emprise parce que moi, en fait, l'emprise, les violences conjugales ont perduré 21 ans. En fait, je suis restée que 4 ans avec Oui, lui. mais Moi, j'avais toujours dit que j'étais victime de violences conjugales pendant 4 ans et en fait, c'est l'écriture de mon livre qui m'a fait prendre conscience et ça, c'était extrêmement violent, qu'en fait, je n'ai pas été victime, comme je le disais, de 4 ans de violences conjugales, 21 ans. Parce que les violences ne s'arrêtent pas forcément à la séparation. Alors même s'il n'a plus jamais été violent physiquement, parce qu'il sait très bien que j'ai plus peur de lui, que s'il me touche, je porte plainte et que ça, c'est pas un sujet oui. et que c'est une évidence. Par contre, les violences psychologiques, les violences économiques ont Ouais. perduré pendant ce tout temps. En étant honnête, aujourd'hui, les violences perdurent parce que j'ai toujours les violences économiques. Parce que mes filles sont toujours à ma charge et je n'ai pas un centime.
mais c'est le prix de ma liberté, tu vois? Ah, ouais. Mais bon, bref. Et en fait, ma fille avait des gros problèmes aussi de boulimie. Ah! Compliqué, le poids est compliqué dans la famille Mmh. parce que le père très contrôlant, très très compliqué et en fait, suite à aux problématiques qu'il y a eu, ça fait 3 ans qu'elle a plus vu son père et franchement, alors il y a un suivi psy et cetera, oui. Oui, oui, La oui. gamine, elle avait 16 ans à l'époque, hein, 16 ans. Mmh. Les grands, on a fait 1,81 m, elle était montée à 130 kilogrammes. Donc quand même, tu vois, à 16 ans, c'est quand même pas simple, hein. Ah d'accord, non, non. Ah non. C'était très, très compliqué, donc suivi psy, tout Mmh. ce que tu veux. À partir du moment où elle a arrêté de voir son père, qu'elle avait plus de contact avec son père, c'était pas simple, hein, mais elle a perdu 46 kilogrammes toute seule. Oh là là! Ah oui. 46 kilogrammes toute seule. Ah la f c'est fou. Eh beh, oui. Quand tu n'as plus besoin de compenser, Ah. ce que tu arrives pas à exprimer, ton corps l'imprime. Ça, imprimez-le, Mmh. marquez-le quelque part, c'est une réalité. J'en ai fait les frais aussi plusieurs fois, donc c'est pour ça que c'est important et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, pour libérer la parole, Mmh. pour justement pouvoir parler, pour pouvoir se libérer. Mais comment on s'en libère de cette honte, du coup? Quel conseil tu pourrais donner pour, réussir à sauter le pas? Alors déjà, la honte, c'est pas la victime d'avoir honte. Mmh. On a je sais que, moi, en tant qu'ancienne victime, on a honte, mais non, c'est la personne qui fait ça qui doit avoir honte. C'est quoi un homme qui va maltraiter une femme, qui va la frapper, qui va la rabaisser? C'est pas un homme ça, Mmh. Mmh. pas un homme. Mmh. C'est à eux d'avoir Mmh. honte. Mesdames, n'ayez jamais honte, jamais honte. La honte, elle est pas du bon côté. C'est les personnes violentes qui doivent avoir honte, c'est pas vous, clairement pas. Et est-ce que tu penses que les personnes qui sont victimes de violences et qui sont en surpoids, leur souffrance est moins visible? Alors d'un côté, il y a le côté, comme j'ai dit, bah, un peu jovial, du gros jovial, donc on se voit un peu moins. Ouais. Généralement, bah, c'est un peu une carapace, le Mmh. poids, c'est un peu une carapace, donc on va pas forcément parler de ça, on va pas mettre ça en C'est avant ça, ouais. et les gens, en fait, si tu le montres pas, c'est pas forcément évident à voir parce qu'il y a ce qu'on appelle les signaux faibles, si tu n'as pas un œil aiguisé, si tu ne connais pas le processus de la violence, le système d'emprise, tu peux passer à côté et il y a plein de femmes qui vivent ça et en fait, personne ne sait. Tu as des femmes aussi qui sont mortes, qui sont tuées. Il y a un féminicide tous les 2 jours. Là, les derniers chiffres au 30 juin, 77 féminicides. Alors féminicide, c'est large. C'est pas forcément l'ex-conjoint ou le conjoint qui va tuer la femme, c'est un féminicide, c'est on est tué parce qu'on est une femme ou parce qu'on est une Mmh. fille. Après, quand c'est un conjoint ou un ex-conjoint, ça s'appelle un uxoricide Mmh. et au 30 juin, il y en avait 49. 49! En 2025 là, tu entends? Oui, depuis le mois de janvier. Ouais. Ça fait 6 mois. Oh là Il y a 77 féminicides et 43 uxoricides et 63 gamins orphelins. Parce que beaucoup de femmes victimes de violences conjugales sont des mères et 63 orphelins et 10 gamins qui ont vu leur mère tuée par leur père qui était présent au moment des oh faits. là 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 là. Oh le traumatisme après toi. Comment vas-tu te construire après ça? Après, ils sont suivis, ils sont accompagnés. Oui, 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 j'ai vu aussi ça. Parce que dans ton livre, c'est ça qui est aussi très, très intéressant, c'est que tu donnes des solutions aussi, en tout cas des pistes. Bah, en fait, j'ai voulu libérer la parole. Pour moi, c'est primordial. Mais en fait, libérer la parole, si tu en fais rien derrière, bah, ça sert pas à grand chose, tu vois? C'est ça. Bah oui. Donc en fait, c'est libérer la parole, mais c'est d'avoir aussi des points de vue de professionnels très divers, j'ai mis vraiment Oui. très divers, pour donner des tips, pour savoir comment faire, comment sortir et cetera. Parce que c'est comme quand tu vois justement, j'ai beaucoup de mal avec ça, mais justement, j'ai enregistré un podcast il y a pas longtemps, sur la psychologie pour tous, Oui. où je disais que moi, j'ai du mal avec la psychologie. Pourquoi? Parce qu'on va te dire: «Ouais, OK, il y a ci, ça». On va identifier les blessures, les machins, Mmh mh. les traumas et cetera. Mmh. Mais en fait, tu en fais quoi? Oui. Me dire que j'ai la blessure d'abandon, blessure que je OK, OK, bah, sauf que maintenant on fait comment? Oui, c'est ça. ça Mmh. m'aide pas. Voilà, c'est ça, tu vois? Sauf qu'en fait, c'est beaucoup de psychologues ne sont pas formés au psychotrauma Ah. Ah oui. et en fait, voilà, la charge émotionnelle liée au trauma. C'est pas le trauma qui est important. Oui. En fait, on vit tous des trucs. Mmh. On va pas la vivre de la même façon. C'est pas le trauma en lui-même qui est impactant, c'est la façon dont est gérée ou non la charge émotionnelle. Mmh mh. Si la charge émotionnelle n'est pas gérée, c'est une catastrophe. Tu as des gens qui ont vécu des trucs, mais horribles. La charge émotionnelle est gérée et ils s'en sortent et ils vont cultiver la résilience. Il y a des gens qui ont vécu des choses
1000 fois moins graves et qui vont se faire fracasser leur vie et qui vont pas s'en sortir parce que ça n'est pas géré. Et moi, tu vois, là, justement, ça fait 4 mois, ouais, j'ai fait ma 4e séance, bah, dimanche dernier, tu vois? Donc, juste là. Mmh. Et en fait, parce que moi, j'avais fait de la kinésiologie parce Ouais. que, justement, je trouve que c'est des thérapies brèves et Oui, 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 oui. Tu as interviewé aussi une kinésiologue, hein, dans ton livre, j'ai vu, hein. Mmh mh. exactement. J'en parle dans mes 2 livres parce que moi, c'est des trucs qui m'ont aidée. Mmh. Parce que la psychothérapie, c'est trop long, ça donne pas tout et qu'ils sont pas suffisamment formés. Mmh. Et en fait, moi, mon frère, il est, kinésiologue depuis 20 ans. Il Oui. se forme depuis 30 ans. C'était un des premiers en France D'accord. et il est expert en libération des mémoires traumatiques Mmh mh. et moi, je n'avais jamais fait avec mon frère parce que c'est mon frère Bah oui, c'est oui, et que le soin par la famille, ça peut être c'est compliqué. oui. Donc je ne l'ai jamais fait et en fait, bah, suite à mon livre, justement, mon frère l'a lu et en tant que professionnel, il me dit: «Ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment aiguillé, ça m'a appris plein de choses» Mmh. et là, je commence à avoir beaucoup de retours de professionnels qui se disent: «Oui, effectivement, ça aide, on Oui. comprend des choses» et j'en suis extrêmement contente. J'en ai chié pour faire ce livre, mais aujourd'hui, je suis très heureuse parce qu'il porte ses fruits et qu'il aide vraiment et les victimes et les Mmh professionnels. mh. J'avais fait même un webinaire avec mon frère, justement, sur, les traumas et les violences conjugales et je me suis dit: «Mais merde, le gars, il gère sa partie, il a des compétences parce qu'il a créé une façon de faire, il a vraiment ses protocoles». En plus, il fait ça en distanciel, c'est une dinguerie parce qu'il fait de la bioénergie et cetera. Enfin, je Mmh. me dis: «Mais pourquoi je me prive de ça parce que c'est mon frère?» Oui, oui, oui. Mais en même temps, je veux dire, il y a tellement de traumas dans la famille, bah, peut-être que la solution au trauma familial, c'est peut-être la famille aussi, tu vois? Oui, Et oui, les oui. traumas de la lignée féminine, c'est peut-être le gars de la famille qui va les régler, tu vois? Et du coup, j'ai commencé un accompagnement avec lui parce qu'il fait des accompagnements, Mmh mh. parce que moi, j'étais bourrée de stress post-traumatique, même quasiment 20 ans après, en mode survie, dissociation, mémoire traumatique, la totale, tu vois? Mmh mh. Et là, déjà, je vois, mais un changement, mais radical. Mmh mh. Donc en fait, je suis très contente d'avoir osé passer ce biais et de me dire: «Beh, je m'en fous en fait, c'est mon frère, je m'en fous en fait. S'il peut m'aider, ben je prends» Mmh mh. et franchement, je suis trop contente parce que ça m'aide et je vois une différence. Oui, donc ne pas se mettre de frein, même Non, sur des, j'allais dire des médecines douces, mais des médecines prenez tout ce qui vous aide à aller mieux. voilà, faites ce qui vous fait du bien, en fait, c'est ça et ce en quoi vous croyez et qui vous apporte du bien-être. On s'en fout ce que c'est, Oui, c'est ça, tant que ça vous fait du bien et que ça vous aide à aller mieux et à guérir, on s'en fout. c'est ça. Donc voilà, donc du coup, je suis très contente parce que je vais beaucoup mieux, je suis beaucoup plus apaisée. Bah Et oui. ça fait du bien Ah bah aussi. oui. Et donc quand tu es apaisé, tu n'as plus besoin de manger tes émotions, parce que tes émotions, tu les accueilles, ce n'est plus un problème. Ah bah voilà. Tu vois l'analogie? Bah, non, mais je comprends. D'où ma question, qu'aimerais-tu que l'on comprenne mieux dans le lien entre le surpoids, le trauma et la résilience? Qu'est-ce qu'on ne dit pas assez? Par exemple, moi, je pense à un truc, quand on parle de violence conjugale, on parle beaucoup de violence physique, Ouais. mais pas de violence dite, comment je dirais? Affective ou psychologique qui est moins mise en avant finalement. Mais tu sais que les psychologiques, c'est même les pires. Parce qu'en fait, les violences physiques, elles se voient. C'est beaucoup plus facile de porter plainte, d'avoir des ITT pour ça. La reconnaissance psychologique, Ouais. c'est très récent et c'est encore plus compliqué parce que c'est insidieux, parce que c'est en huis clos, ils font pas ça en Mmh. public. Donc prouver les violences psychologiques, c'est beaucoup plus compliqué, donc c'est très destructeur et en même temps, j'ai envie de te dire que les violences psychologiques, elles vont venir te nier en tant que personne. En fait, elles sont moi, je les trouve encore plus violentes. Elles te détruisent vraiment entièrement. Moi, le lien entre, les violences, le poids et la résilience, c'est un sujet qui n'est pas encore assez, abordé, Mmh. tu vois? Mmh. Pourtant, bah, comme je t'ai dit, nos corps racontent nos histoires. Donc en fait, il faut les écouter sans les juger et sans les réduire. En fait, c'est certain, le poids, ça va être un moyen de disparaître. Oui. Tu as des femmes qui vont être, tu sais, anorexiques ou quoi. En fait, on disparaît. On veut pas être visible. C'est une façon de protection à chacun. En fait, on est toujours en mode survie, protection, hein. Le cerveau, il est fait pour te Oui, protéger. c'est vraiment ça, hein, ouais, ouais, mmh. Sa fonction première, c'est ça. Donc, tu as certaines personnes qui vont, le poids va être un moyen de disparaître et tu chez d'autres, ça va être une manière de prendre de la place et de dire, par exemple: «J'existe, j'ai souffert» et moi, c'était mon cas. C'était: «Merde, tu vois pas que je vais pas bien? Vous voyez pas? Putain, tu as 140 kilogrammes, Mmh. arrêtez de me dire: "Ouais, mais tu es grande"». Non, vous voulez pas le voir, mais merde, je vais pas bien. Ouais. Mais j'arrivais pas à le verbaliser. Donc en fait, d'être très grosse, d'être dans cet état-là, c'était mais merde, ça saute aux yeux qu'il y a un truc qui va pas. Oui, 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 Même oui. si j'arrive pas à le dire, ça se voit. Enlever le caca des yeux, ça se voit, quoi. Mmh.
Alors, il faut peut-être pas tomber, dans le piège de toutes les personnes qui sont en obésité sont victimes de violences. Ah Parce que du non! coup, là, quand on nous entend Ah bah parler, non! il y a peut-être des gens qui vont se dire: «Bah, Non, chacun ses histoires. oui, voilà, faut faire attention de pas faire non plus cet amalgame-là». C'est pas parce que oui, il y a tout de suite quelqu'un qui a pris d'un seul coup beaucoup de poids, c'est ce que tu disais à un moment donné un peu plus tôt. Il peut y avoir des problèmes aussi, des maladies, tout ça, il y a plein de raisons différentes de prise de poids, Ils ont plein de raisons différentes. mais les violences peuvent aussi en être une autre. Voilà. Bien sûr. Bah, en fait, tu vois, effectivement, il y a plein de raisons. Mais après, le poids, je le dis et je le répète, il a une fonction. Il est pas là par hasard. Après, ça veut pas dire qu'on a eu des violences. Évidemment que non. Il y a plein de choses. La vie, elle est très Voilà. difficile pour plein de sujets. Ça peut être un deuil, ça peut être Non, mais je tiens quand même à le souligner parce que si on nous écoute et que les gens tombent comme ça, tout de suite dans cet non, épisode, non, ils non, pourraient peut-être croire et non, c'est non. pas ce qu'on dit. Voilà, c'est ça. Mmh. Après, tu peux avoir un deuil, perdre ta mère, perdre ton mari, j'en sais rien, peut et c'est très violent et que voilà, ça, il y a plein de raisons. Après, il faut savoir que le poids du trauma, de la honte, du silence, Oh là, du non-dit, le poids du silence, c'est ça. en fait, il y a tout ça, tu vois? Il y a tout ce poids-là et tant qu'on n'a pas soigné la blessure, le symptôme, il reste. Donc c'est pour ça que moi, j'agis au quotidien pour aider à libérer la parole. Parce que c'est quand tu commences à parler que les choses changent et que tu peux avancer et que tu peux guérir et que tu peux cultiver la résilience. Parce qu'on s'en sort des violences conjugales. Mmh. Du coup, je te coupe. Qu'est-ce qui t'a permis de te reconstruire toi, du coup, physiquement et émotionnellement? Parce que tu dis libérer la parole, tout ça. Qu'est-ce qui t'a permis de toi de le faire? Il y a eu des aides, il y a eu des choses qui a eu un Alors, déclic, des choses qui t'ont aidé? ouais, alors même si ça a été, très difficile, bah, en fait, d'en parler et d'en parler publiquement, dans une certaine façon, être une voix pour d'autres personnes et d'avoir tous les retours que j'ai pu avoir des gens que j'ai aidés, des gens chez qui ça a résonné, à qui ça a donné de la force. Ouais. J'ai même une femme que j'ai rencontrée qui m'a dit: «Tu m'as sauvé la vie». C'est un truc de fou, tu vois? En fait, si tu veux, en aidant les autres, je me suis aidée, mais tellement plus. Ah bah oui, souvent, oui. Et souvent, c'est aussi notre thérapie, hein, bien sûr. C'est vraiment ça. Quand tu aides les autres, j'ai tellement reçu non mais de fou! Ah bah oui, J'ai oui. tellement reçu et même si c'est pas toujours ça, parce que je suis pas cantonnée en ça, en fait, tu vois? La différence qui a fait que je ne suis pas définie par ce que j'ai vécu. Je suis définie par ce que j'en fais. Aujourd'hui, je ne suis plus Sandrine, la victime de violences conjugales, Mmh. survivante et cetera. Je veux dire, victime, c'est un état à un moment donné. Ça ne nous définit pas. Ouais. On n'est pas victime à vitam aeternam et moi, je ne suis plus une victime depuis longtemps et ça, moi, ça m'a beaucoup aidée parce que la résonance que j'ai eue chez d'autres personnes, je sais que j'ai aidé énormément de personnes et que je vais continuer à en aider énormément parce que j'ai des retours tout le temps. Parce que je tends des mains, je libère la parole Mmh. et moi, on m'a aidée à un moment donné parce que toute seule, on ne peut pas se sortir des violences. C'est pas possible. Toute seule, on peut pas. Il y a 20 ans, on m'a beaucoup aidée. Toute seule, j'aurais pas pu m'en sortir et aujourd'hui, moi, je tends la main à d'autres personnes et moi, ça me nourrit. Ouais. En fait, les choses que tu fais qui te font kiffer, qui t'aident, qui te nourrissent, qui te font grandir, bah, tu n'as pas besoin de combler par la nourriture. Oui, d'où l'importance de mettre en avant les histoires de personnes ayant surmonté ces obstacles-là, montrer que c'est possible aussi. Ça donne de l'espoir. C'est carrément et c'est possible. C'est difficile, mais c'est possible et je vais même plus loin. Mmh. Je vais même te dire qu'il y a même une vie super belle après parce qu'il y a beaucoup de personnes qui restent dans la survie après des violences conjugales et attention parce que ça justement je suis là-dessus. Ah! Justement l'accompagnement que je fais avec mon frère m'a aidé à passer un cap et moi j'étais un petit peu en mode survie, tu vois? J'étais un peu en mode guerrière. Mmh. Non, en fait, je me suis rendu compte que j'avais quitté la cage des violences conjugales et que je m'étais mise dans la cage du militantisme. Mmh. Mais non, mais moi je veux pas de ça. Moi je veux pas être dans une cage. Moi je veux kiffer ma vie. Ouais, oui, oui, d'accord. C'est le risque, Pardon? c'est le risque, C'est le risque, d'accord, oui. c'est le risque de s'enfermer dans une cage et ça je refuse. Mmh. Et il y a un moment particulier où tu as ressenti que ton corps t'appartenait à nouveau? À partir du quand tu as senti que tu te réappropriais ton corps? Bah, déjà quand j'avais eu mon anneau, en 2006, j'avais perdu 60 kilos en 18 mois, tu revis, très clairement. Quand tu as perdu du poids, c'est ça? Tu t'es délestée du poids physique, mais aussi finalement du poids, Voilà. psychologique, quoi? Oui et déjà, je n'étais plus enfermée dans ce corps trop gros. Je n'étais plus en souffrance et j'étais plus essoufflée. J'arrivais à me mouvoir, enfin, je veux dire à 140 kilos, c'est très compliqué. Mmh. Donc forcément, déjà, ça allait beaucoup mieux. J'ai retrouvé ma féminité Mmh. parce que 140 kilos, moi, j'étais juste morte, Bien hein. sûr.
J'étais juste une maman et encore parce que j'avais mes enfants. Sinon, même pas je serais après je faisais énormément de choses avec eux parce que je voulais pas que mes enfants pâtissent de mon état. Mmh. Donc je sortais tout le temps, je faisais plein de choses. Mais en fait, je faisais abstraction du regard des gens Mmh. qui peut être très, très violent, très culpabilisant, très dénigrant. Mais en fait, je m'en foutais parce que j'étais morte, donc je le voyais même pas. Mais si j'avais pas eu mes enfants, je pense que je serais restée terrée chez moi. Enfin, j'aurais pas eu la vie que j'avais eue à l'époque. Ouais, tes enfants ont été le déclic, Ouais, parce que mmh, j'allais pas les priver de quoi que ce soit, parce que, non, puis surtout pas d'une maman finalement. bah non, bah non. Mmh. Ça t'a apporté quoi du coup sur le enfin, tu as déjà répondu un peu à cette question, mais dans ton livre «À eux d'avoir honte» du coup, tu recueilles beaucoup d'autres voix. Qu'est-ce que ça t'a apporté toi sur le plan émotionnel et d'un point de vue plus engagé? Bah, déjà, comme j'ai dit, ce livre, il a été dur et en fait, il m'a fait prendre conscience où là, c'était très compliqué. Ça a été très, 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 très violent, hein. Ça a été pas facile, hein. Où je me suis rendu compte que j'ai été victime de violence pendant 21 ans et pas 4 ans. Ouais, c'est ce que tu disais, ouais. Mmh. Parce que pour moi, c'était 4 ans, parce que c'était la vie avec lui, c'était aussi les violences physiques. Mmh. Mais la violence est polymorphe. La violence, elle est économique, elle est psychologique, elle est physique, elle est vicariante au niveau des enfants. Elle peut être administrative, elle peut être, Vicariante, tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent, vicariante, le ce que ça veut dire, s'il te plaît? alors la violence vicariante, c'est par rapport aux enfants. C'est quand on se sert des enfants. D'accord. C'est, quand on peut faire du mal aux enfants pour toucher la mère. Ça va jusqu'à l'infanticide. Oh. Parce que quand on n'arrive plus à avoir de prise sur la mère et bah, tuer les enfants, c'est la façon d'achever la mère. Et il y a beaucoup d'infanticides. Mmh. Ouais, ouais, mais les violences, c'est dégueulasse, hein. Mmh. 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 C'est clair. C'est dégueulasse, c'est ça, mais c'est malheureusement une réalité et il faut en avoir conscience parce qu'en ayant conscience, c'est comme ça qu'on peut agir, qu'on peut faire bouger les On lignes peut agir, avancer, ouais. et qu'on ne se met pas des œillères. Et tu as appris des choses toi, par rapport à tous les témoignages que tu as recueillis? Tu as appris ou tu as compris des choses que tu avais pas encore, malgré ton expérience? Tu as vu d'autres formes de violence? Tu as compris d'autres choses, Tu as découvert de l'aide aussi? Enfin des assos, ce genre de choses? Oui et surtout ce que j'ai compris, c'est que c'est pas une question de Sandrine, par exemple Céline, de Johanna, de Aude. Mmh. C'est une question de processus du cycle de la violence, du processus de la violence. Donc il y a pas d'auteur type, il y a pas de victime type et il y a juste un processus de la violence et que c'est pas courant, en fait. Quelles que soient les conditions sociales, quelle que soit l'ethnie, l'origine, la religion, il y a pas de profil. Ouais. Exactement et comme tu l'as vu dans le livre, j'ai fait aussi ce livre, au-delà de libérer la parole, j'ai voulu casser les clichés. Ce n'est pas juste le chômeur alcoolique, C'est ça. c'est pas juste les noirs et les arabes parce que c'est encore des clichés qui Mmh. ont les vies dures. Oui, c'est encore des clichés qui perdurent, oui. Ça touche tous les milieux sociaux, culturels, professionnels. Il y a aussi le témoignage d'une aristocrate, parce que tu as dans les hautes sphères aussi, et que c'est des milieux où c'est encore plus difficile d'en parler, parce que dans ces milieux, on ne divorce pas, on n'en parle pas. Ouais, Tu as des juges, des avocats, des policiers, des politiciens, c'est dans tous les milieux. toute catégorie, ouais. Et la seule façon d'agir, bah, c'est d'en parler et que c'est pas facile certes, mais il y a toujours des gens qui seront là pour tendre les mains et surtout ce que je voudrais dire qui est très important parce que ça aussi c'est très culpabilisant et qu'on peut manger ses émotions et qu'on peut rester dans son mal-être et dans tout ça et qu'on peut en mourir surtout, c'est ça qui est très grave, c'est qu'on peut en mourir, Ouais, c'est ça. c'est que ne pas avoir de jugement. C'est extrêmement compliqué pour l'entourage de comprendre qu'une femme ne part pas, qu'une femme parte et revienne. En moyenne, il y a 7 allers-retours avant un départ définitif. Oh là là! Je suis partie plusieurs fois avant de partir pour la véritablement la vraie, enfin le vrai départ. Mmh. Ce sont pas des faux départs, ce sont des prémices, ce sont des graines de liberté qui sont plantées et les gens ça ne comprennent pas. Je me suis fâchée avec ma sœur qui me disait: «Mais pourquoi tu y retournes? Tu ça?» Personne n'aime se faire maltraiter, personne n'aime se faire frapper. Il y a un système d'emprise qui empêche de partir, qui bouffe toute la confiance en soi, toute l'estime de soi et c'est très, très difficile de partir. Il faut un courage énorme. Si quelqu'un écoute ce podcast qui est victime de ça, il y a plein d'associations qui peuvent aider. Il y a des maisons des femmes, il y a les CDF, il y a plein d'associations comme par exemple, 125 et après. Il y a Oui, oui, des oui. applications qui peuvent vous aider Comme Tiers? comme Tiers. Je suis ambassadrice de l'application Tiers Oui. qui a été créée par Eva N'Gale. Tu peux nous en dire un petit peu plus d'ailleurs sur Tiers pour ceux qui nous écoutent? Bien sûr.
Tiers, c'est une application de communication sécurisée en contexte de violence conjugale ou de violence tout court. En fait, ça va venir générer un nouveau numéro d'appel, de Ah, téléphone. En d'accord. fait, si le bourreau ne télécharge pas, c'est pas grave. Vous téléchargez, c'est bon. Ça va venir générer un nouveau numéro de téléphone. Vous allez dire à la personne: «J'ai changé de numéro de téléphone, maintenant je suis joignable sur ce téléphone-là». Par contre, c'est que sur de l'écrit. Déjà, vous pouvez reprendre le contrôle dans le sens que vous gérez les notifications parce que souvent il y a du harcèlement. Oui. Quand vous tapez 20, 30, 40, 100, 200 appels par jour et ça existe, vous pouvez pas vous concentrer, vous pouvez pas travailler, vous pourrez rien faire. Donc en fait, on peut bloquer ça et se dire: «Bah, écoute, je les prends quand le soir les enfants sont couchés ou alors quand je suis accompagnée avec quelqu'un parce que j'ai peur de ça». Donc déjà, Ouais, on reprend un petit peu le ouais, contrôle. d'accord, Ça, oui. c'est bon. Il y a un historique. Donc en fait aussi, s'il y a des menaces, il y a des insultes, c'est remplacé par du langage fleuri. On vous met des petites fleurs. D'accord. Donc déjà, on sait qu'il y a un truc qui est pas cool, mais on le voit Mais on pas. le voit pas, donc ça a moins d'impact tout de suite. Oui. Ça permet de prendre de la distance. Mmh. Par contre, il y a un historique et dans l'historique, tout est retranscrit. L'historique, la police adore, les juges adorent, les avocats adorent. Mmh. C'est hyper carré, tel jour, da 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 da. Avant, il fallait faire des screens, il fallait Les remonter. screen écrans, tout ça. Oh là C'est là, oui. hyper chronophage. Ça vous remet dans toutes les Oh conversations. là là, donc ça vous rappelle à chaque fois, oui. C'est horrible. C'est Ouais. c'est quelque chose de très difficile à faire, de très chronophage, de très anxiogène. Là, vous arrivez. Maintenant, l'application et il y a même une version gratuite Ah, qui a vu le jour parce que quand il y a des violences économiques, ne serait-ce que pour un abonnement de 10 € par mois et ben, certaines personnes ne peuvent bah, pas. ne peuvent pas. Ne peuvent pas parce qu'elles ont pas d'argent, parce qu'elles sont contrôlées par rapport à ça. Mmh. Maintenant, il y a une version gratuite. Il y a des CAF qui payent des abonnements, il y a des associations qui payent des abonnements. Donc renseignez-vous, il y a des façons et maintenant Tiers TI 3 à l'envers RS est gratuit. Toutes les références des associations, tout ça, Ouais. je vous mettrai tout ça en barre de description si vous écoutez cet épisode sur YouTube et également, n'hésitez pas à regarder, si vous regardez sur Spotify, Apple Podcast, il y a moyen de mettre une description. Toutes ces associations, ces applications seront en barre de description pour les références. N'hésitez pas à les voir. Voilà, donc c'est gratuit et il y a des possibilités. Et il y a aussi quelque chose de très important à dire, il y a beaucoup de personnes qui vivent des violences et qui ne le savent pas. Parce que pour certains, la violence, elle est juste physique. Oui! Sauf que la violence physique, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Il Ouais. y a toujours de la violence psychologique avant la physique. On a vu, il y a plein de sortes de violences différentes et en fait, il y a le test de Opal.care qui a été créé par, Vigdis Maurice Herrera. Oui, le violentomètre, c'est pas ça? Non, alors le violentomètre, c'est un Je me outil. trompe peut-être? Oui, D'accord, pardon, excuse-moi. alors le violentomètre, effectivement, je le mets dedans, c'est bien, c'est un outil Mmh. qui s'est quand même pas mal démocratisé, donc c'est bien parce que tu as même, tu vois, moi, par exemple, à Pantin, dans ma ville, il y a eu des violentomètres géants aux entrées des collèges. Donc déjà, ça sensibilise les jeunes et ça, c'est très important. Ah! D'accord. Après, c'est bien, par contre, il est pas forcément extrêmement précis. Alors, il est fait en 3 parties. Partie verte où il y a des questions, des machins et cetera, tu safe. Mmh. Orange, attention et rouge, tu vis de la violence, fais attention, ça peut être dangereux. Ouais, oui. Mais parfois, c'est pas très précis parce que justement, tu vois, Vigdis me disait, elle, en prenant le violentomètre, elle avait pas de problème, il y avait pas de problème, il y a pas de violence sexuelle. Ouais. Lorsque elle a eu des violences sexuelles énormes, simplement, elle n'a pas été contrainte physiquement. Elle n'a pas été violée physiquement. Mais Mmh. par contre, il y a eu plein d'autres choses et il y a énormément de violences sexuelles et et elle a créé Opal.care qui est carrément un diagnostic avec énormément de questions, je crois qu'il y a 70 questions, un truc comme ça et qui en fait, c'est mathématique. D'accord, Est-ce que tu es victime de violence? Oui. Et tu es victime de violence, de quelle sorte de violence? En fait, c'est selon les réponses, c'est mathématique. Et d'accord. si je suis victime, quelle sorte de violence? Mmh, mmh, mmh. Parce que faut prendre conscience de ça. C'est difficile, c'est violent, mais si tu n'as pas conscience de ça, comment veux-tu Bah, agir? c'est ça. Bah oui, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont même pas conscientes parce que pour elles, la violence, elle n'est que physique. Ouais, mais en fait, excuse-moi de la comparaison, mais c'est comme, une maladie, en fait, faut la diagnostiquer avant de pouvoir la traiter, au final. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais oui, mais Mmh. oui, c'est tout à fait ça. Ça m'amène un petit peu alors je fais un peu une similitude, l'importance d'un accompagnement sur mesure. Comme la chirurgie bariatrique, tu sais, où on fait tous des parcours, un accompagnement. Tu penses que ça, c'est il faudrait vraiment qu'il y ait un truc beaucoup plus, personnalisé de la prise en charge des victimes? Mais bien sûr, les traumas sont tellement énormes.
Les violences, brisent tellement des vies, te sapent ta confiance en toi, ton estime de toi. Mmh. Enfin, c'est terrible. Moi, à une époque, tu sais, j'ai craqué, j'ai parlé pour la première fois des violences, que j'ai subies. J'étais enceinte de mon fils. C'était Ouais. ma deuxième grossesse, j'étais enceinte de 6 mois et j'ai craqué, à la visite, gynéco à l'hôpital et après j'étais suivie par la psy à l'hôpital, à la maternité et moi, à l'époque, j'étais tellement en fait, dans ma tête, c'était pour que ça s'arrête, il fallait que soit lui, il meure, soit moi, je meure. Parce que comme j'avais déjà une fille avec lui, j'étais enceinte de mon fils et que j'allais bientôt accoucher, même si je me séparais, il me laisserait jamais tranquille. Donc la seule solution pour que ça s'arrête, c'est que lui ou moi meure. Je ne voyais pas d'autre issue à l'époque. Tu arrives plus à réfléchir, Mmh. tu arrives plus. Mmh. Il y a l'emprise te vrille vraiment la tête. C'est fou. Donc c'est l'importance d'être accompagné, d'être soutenu, de pouvoir avoir un œil extérieur parce que toi, tu as tellement la tête dans le guidon, Oui. l'emprise t'empêche de réfléchir. Mmh. Les traumas, ça fracasse le cerveau aussi et c'est pour ça que, oui, l'accompagnement, enfin, pour moi, est essentiel Oui. et moi, aujourd'hui, presque 20 ans après, je vais avoir 50 ans, tu vois? Donc ça fait depuis l'âge de 30 ans que je suis plus avec mon ex-mari. Bon, après, même si ça avait perduré, mais je ne vis plus avec lui, mais tellement il y a eu des Mmh mh. incidences Ouais. et c'est pour ça que je fais cet accompagnement avec mon frère qui est expert en libération des mémoires traumatiques et que j'ai encore du stress post-traumatique et qu'on est en train de dossier par dossier, parce que la kinésiologie, tu fais un dossier par un dossier et qu'on a déjà fait, là, c'est à ma 4e séance et que déjà, il y a une avancée, mais j'ai un apaisement parce que j'ai eu beaucoup de colère aussi Et ouais. et j'ai une sensibilité un peu plus accrue. Alors c'est pas très confortable, Mmh. mais en même temps, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que je redeviens à l'écoute de mon corps et de ma tête. À l'écoute de tes émotions aussi. Voilà, parce Mmh. qu'à un moment, tu es coupé de tout. Moi, pendant des années, je n'ai pas pleuré. Bah, tu t'es anesthésiée un peu. Mais totalement! Tu dissocié, totalement et même maintenant, je te jure, des fois, j'ai dit à mon frère, je «Non mais c'est pas possible, je vais au cinéma, je chiale, je lis des livres, je chiale tout le temps». Je suis hypersensible, mais je me suis tellement coupée de mes émotions pendant tellement d'années, Mmh mh. je n'ai pas pleuré, je n'avais pas de larmes, je n'avais Mmh rien, mh. c'était sec et là, bah, alors c'est pas confortable, mais c'est plutôt bon signe, c'est parce que du coup, je me reconnecte à moi, à mes émotions Oui. et les émotions, il y a pas d'émotions positives ou négatives. Il y en a qui sont agréables, il y en a qui sont moins agréables, mais en fait, une émotion est juste un message. D'accord. Il faut juste l'entendre, l'accueillir et C'est l'écouter ça. parce qu'elle vient juste te raconter quelque chose. Elle ne te définit pas, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Non. Mmh. Et toi, même la colère, on a du mal les femmes, la colère, parce que nous, on est des hystériques, c'est nos hormones. Oh tout oh là! Oui. Ça doit parler à beaucoup de femmes ça. Mais clairement, mesdames, sauf que la colère, elle va juste venir mettre le doigt sur un besoin qui n'est pas respecté, une limite qui n'est pas respectée, ni plus ni moins, Ouais, c'est ça. c'est tout. Mmh. Donc les gens qui vous disent des trucs comme ça, c'est juste de la manipulation pour vous faire fermer vos bouches et vous faire encaisser des choses. Mmh. Mais non, à un moment, stop, quoi. Ouais, c'est clair. J'allais te poser une question, mais je pense que j'ai déjà la réponse. Dis-moi? Pour celles qui nous écoutent aujourd'hui et qui se sentent prisonnières de leur corps ou d'une situation violente, que voudrais-tu leur dire? Moi, j'aimerais citer une phrase que tu as dit qui me parle beaucoup. Alors après, tu pourras la développer. Vas-y. Nous sommes la personne la plus importante de notre vie. Oui, mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. La vie, elle est tellement fragile, elle est furtive. Vous êtes là, demain, vous êtes pas là. Les gens qui tombent comme des mouches, les cancers, les machins, on en a à gogo. Ça peut aller vite, hein. Donc voilà, mais pensez à vous, kiffez votre vie. Tu sais, moi, je vais avoir 50 ans. Je me suis privée de plein de choses alors que personne ne me demandait. Je me suis sacrifiée sur plein de choses alors que personne ne demandait. Ouais. Mais maintenant, j'ai appris à être égoïste, mais bien comme il faut, pas dans le mauvais sens du terme. Égoïste parce que je suis la personne la plus importante de ma vie. En tant que maman, les mamans, ça va vous parler. Mmh. On a tendance à s'oublier. On fait passer les gamins avant nous. Sauf que les enfants n'ont pas besoin d'avoir une maman parfaite. Ouais. Surtout dans notre société actuelle où j'ai l'impression qu'il y a une grosse pression, hein. Mais bien sûr, sauf que les enfants n'ont pas besoin d'une maman parfaite, ils ont besoin d'une maman heureuse. Heureuse! Alors pensez à vous et kiffez! Votre vie. Parce que si vous kiffez, bah, déjà vous serez un super exemple pour vos gamins Mmh. et les gamins, ce sont des éponges. Si maman est heureuse, ils seront heureux. Ouais, ouais, ouais. Je le vois encore avec mon petit dernier, dès que ça va pas, ils le sentent tout de suite, hein. Tu beau mettre le sourire de façade, les enfants, ils ressentent tout, hein. Mmh. Évidemment, la vie, elle passe très vite. Ne regrettez pas, j'en parle justement aussi dans mon premier livre, les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie.
j'aurais dû dire mes sentiments à cette personne, Mmh. j'aurais pas dû écouter mes parents et faire ça, j'aurais dû faire ce voyage. Mais kiffez, vous êtes là, demain vous êtes peut-être plus là. Mmh. Profitez, vivez. Il est temps de vivre. Ouais. Il est urgent de vivre. Du coup, Sandrine, j'ai une petite dernière question parce qu'on va bientôt conclure cet épisode, hein. Je te Mmh. dis, il est déjà 22h50. Je t'avais dit 23h. Je m'en doutais. Mais Hem, bon, on se connaît. bah, oui, non, mais c'est bien, mais je savais que c'est tellement naturel et fluide. Tes actualités du coup, dis-nous-en un petit peu plus. Qu'est-ce qui tu nous prépares? Bah, plein de choses. Déjà, je suis contente parce qu'en fait, il y a la version collector de À eux d'avoir honte qui est sortie au mois de juin, mi-juin, qui est une, version enrichie. Bien. Alors déjà, qui est magnifique, qui est en piqué, tout dur, rigide, super beau, plus grand et du coup, à l'intérieur, il y a le chapitre 8 de mon premier livre où je pars des violences que moi j'ai subies parce que le deuxième livre, À eux d'avoir honte, il n'est pas sur moi, il est sur les autres. Ouais. Mon premier livre, Les poils de première vie, est sur mon récit autobiographique. Donc tu l'as ajouté? Donc je parle des violences que j'ai subies pour que les gens qui ne me connaissent pas comprennent D'accord. mes actions, Mmh. mon engagement. Parce que de toute façon, on comprend vite que quand on est engagé dans des combats comme Oui, ça, c'est pas c'est pas anodin. anodin, c'est que généralement on est un peu concerné quand même, Mmh. très clairement. Il y a également l'enregistrement, lorsque j'ai fait un super bel événement à la mairie du 9e, au mois de janvier pour la sortie du livre. Oui. Il y avait une très belle table ronde avec une dizaine de personnes qui ont témoigné et qui étaient là. Donc en fait, il y a un petit QR code et donc vous avez accès à cette table ronde qui dure un peu plus d'1 heure, D'accord. donc qui est magnifique. Et il y a également l'enregistrement de la première émission radio que j'ai fait aux côtés de Maître Marcovici et Rosine Bassen sur le prix des violences conjugales. Parce que les violences conjugales, c'est aussi, beaucoup d'argent et ça a un coût, pour la société, pour les entreprises et cetera. Bon alors j'ai des séances de dédicaces, bon je fais pas mal de trucs, Mmh. mais là, ce qui me tient très à cœur, je vous donne rendez-vous au mois de septembre, donc je n'ai pas encore la date, mais je le dirai très bientôt. Sur tes réseaux, oui. Je suis en train d'organiser un événement, à l'Assemblée nationale en collaboration avec la députée, Sandrine Josso, qui est très engagée dans les violences faites aux femmes et notamment sur la soumission chimique D'accord. et donc je vais organiser un événement sur, les violences et la santé mentale Bravo. et qui va aussi sur la santé, du corps, hein, parce que la santé mentale forcément implique la santé du corps, Mmh. avec plusieurs personnes qui témoignent dans mon livre pour comprendre tout ça. Voilà, donc je suis très, très contente parce que ça va être un événement très important et je suis contente parce que ça permettra aussi d'avoir davantage de De visibilité, visibilité, bien parce sûr. que ce qui fait changer la donne, c'est aussi les politiques. Ah bah, ouh là. Et là-dessus, je suis très contente parce que, bah, Sandrine Josso m'a déjà reçue à l'Assemblée nationale et son soutien m'est très précieux. Team Sandrine, Team Sandrine et franchement, voilà, elle est vraiment très engagée là-dessus et je la remercie beaucoup parce que c'est une main qui est tendue et comme je dis toujours, il y aura toujours des mains tendues. Oui. Donc forcément, je les saisis avec grand plaisir. Donc il y a plein de choses et j'espère, hein, je vais toujours chercher le oui. Vous me connaissez, hein, oser c'est réussir, c'est mon mantra. Oser, c'est réussir, ça c'est ton truc. Je l'ai toujours en tête ça. Depuis que je te connais, ça me quitte pas. C'est pas si facile, hein? Ah, c'est ça, hein et j'ai vu justement la semaine dernière un colloque sur Paris, La ministre. la ministre Oui. Aurore Bergé, notre ministre, l'égalité homme-femme et justement je suis en train de lire son livre et elle-même a été victime de violences Ah, et ça je le savais pas et c'est pour ça aussi qu'elle a été nommée à ce poste-là parce qu'elle le connaît, elle le sait, elle l'a vécu de l'intérieur. oui. Bah, rien de mieux que les gens qui ont vécu pour vraiment comprendre parce que cette vision 360 en tant qu'ancienne victime et professionnelle, donc j'espère que bon, elle a dit: «Si son calendrier lui permet, elle sera présente», donc je croise les doigts parce que Ce ça serait serait chouette. Je croise les doigts pour toi aussi Sandrine, vraiment. écoute, Ce serait vraiment magnifique. on Mmh. verra, tout arrive à voilà, on verra si tout est ouvert Tout vient à point à qui sait attendre, bien sûr. voilà, donc ouais, je suis très contente, je communiquerai là-dessus et après il y a aussi, je me suis associée donc avec Rosine Bassen. Mmh mh. Elle, son expertise, c'est la formation, moi, c'est les violences, donc on a créé des formations sur, la sensibilisation sur les violences intrafamiliales Ouais. et en fait, pour former tous les publics, mais plus au niveau des professionnels parce que pour moi, il est primordial, ça passe par la sensibilisation des plus jeunes et surtout ça passe par la formation de tous les professionnels, pas que la santé, pas que la police, pas que la justice, mais tous les professionnels, parce qu'on a tout le monde dans notre entourage et que si on sait reconnaître tout ça, on peut Mmh. agir. Donc, c'est mon nouveau, cheval de bataille, c'est de former tous les professionnels pour pouvoir être personnes ressources et tendre la main à une femme en difficulté
et lui sauver la vie. Bah, écoute, je crois qu'on a tout dit. Voilà. Sandrine, si on veut te trouver sur les réseaux, où est-ce qu'il faut qu'on te contacte? Dis-moi. Alors, bah, du coup, sur Instagram, Sandre Memboss, hein, j'ai toujours pas changé mon nom, il reste pour l'instant. Ça serait la dernière fois que tu disais que tu allais peut-être le changer, c'est toujours le même, Sandman Boss, OK. Ouais, pour l'instant, il est resté. Ouais, pour l'instant, il est resté. Après, bon, j'ai quand même mis Sandrine Le Bossé dedans, donc on me Oui, trouve quand pour qu'on même. puisse, Donc voilà. Sandre Memboss sur Instagram, sur Facebook, Sandre Pagecotte et sur LinkedIn, bah, mon nom, Sandrine Le Bossé. Alors, je suis majoritairement, active sur LinkedIn, non? Instagram et LinkedIn, ouais, majoritairement. D'accord, OK. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je suis très réactive, assez connectée et j'aime faire les ponts. J'aime faire les mises en relation. La sororité n'est pas simplement un mot pour moi. C'est vraiment une, philosophie et voilà, c'est on s'aide, on s'entraide, on s'élève. Et je confirme, le peu que je connais de toi, oui, Bah, c'est je important, confirme. c'est tellement important et on est là pour s'élever, pour s'entraider et pour avancer. Mon engagement aussi dans l'association Imani depuis plus de 2 ans est dans cette lignée-là. On Ouais. a des portraits inspirants, donc c'est des choses qui peuvent aider les jeunes, les moins jeunes et cetera et d'ailleurs, on il y aura des portraits qui seront mis à l'assemblée parce que ça me tient aussi à cœur et parce que c'est comme ça qu'on tend la main et qu'on inspire. Il faut que les jeunes ils aient de quoi se construire sur de bonnes bases et pour ça, il faut des portraits inspirants, donc des femmes, des hommes de tout milieu socio-culturel et là, une phrase que j'aime beaucoup et je pense qu'on finira là-dessus, c'est pas parce qu'on n'a pas de bonnes cartes qu'on peut pas jouer une belle partie. Merci à toi, Sandrine. Du coup, avec le poids de ma première vie et surtout à eux d'avoir honte, tu as non seulement partagé ton propre chemin, mais aussi offert une place aux voix de celles qui ont été réduites au silence par la violence. Ces paroles, qui portent la honte, deviennent avec toi un élan vers la libération. Tu nous rappelles que l'obésité est souvent plus qu'un poids. C'est la mémoire d'un corps blessé, un cri silencieux. Et en redonnant la parole à d'autres victimes, tu invites à une solidarité essentielle, un mouvement vers la résilience collective. À vous qui nous écoutez, si vous traversez une situation de violence ou si quelqu'un de votre entourage en est victime, sachez que vous pouvez appeler le 3919, qui est une ligne d'écoute nationale anonyme et gratuite, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les femmes victimes de violences conjugales, sexistes ou sexuelles. Ce n'est pas un numéro d'urgence. En cas de danger immédiat, bien sûr, appelez le 17 ou le 18, mais c'est un premier pas vers la parole, l'information et l'orientation vers des dispositifs de soutien dont on a cité. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos pour ça. Vous méritez d'exister bien au-delà de la honte, avec respect, dignité, écoute. Parler, c'est déjà commencer à guérir. Votre valeur est là, au-delà des pertes, des cicatrices et des chiffres sur la balance. Merci infiniment, Sandrine, pour ta parole engagée, généreuse et si vivante. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices, pour votre écoute. Et si cet épisode vous a touché, partagez-le, écrivez-nous et surtout, prenez soin de vous. À bientôt, Sandrine. Merci beaucoup. À bientôt. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du poids 10 kilos. Même micro, je vous embrasse.